quels sont tous les paramètres, j'ai envie de dire au moins les plus courants, qui vont alimenter cette écoute profonde? Alors, Rogers parlait de, 3, savoir-faire. Ces 3 savoir-faire sont, le regard positif inconditionnel, la congruence, c'est-à-dire l'authenticité, la cohérence intérieure de l'adulte, forcément très important pour l'enfant, et ce qu'il appelait l'empathie et que moi j'appelle l'écoute profonde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Dubuisson. Agnès est coach parental. Elle est passionnée par la relation parent-enfant et de manière plus générale, adulte-enfant. Elle est également autrice du livre La parentalité consciente, une clé pour réenchanter le monde. Et l'outil qu'elle va nous présenter aujourd'hui s'appelle l'écoute profonde. Agnès, bienvenue. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Annick, ravie de te rencontrer sur cette vidéo et à travers toi de rencontrer tes auditeurs. Tu as déjà dit beaucoup de choses. J'ai un parcours, d'enseignante, de formatrice en communication. J'ai toujours été passionnée par les lettres, la psychologie, la pédagogie et que, de fil en aiguille, faire la synthèse, de toutes ces compétences, ça m'a amenée effectivement à devenir coach parental. Top. Et quel a été du coup le déclic pour toi d'entrer dans l'écoute profonde? Alors en fait, il y en a eu plusieurs. Il y a d'abord eu une petite enfance, difficile, au Mmh. cours de laquelle je me suis dit: «Mais moi, je serai une maman merveilleuse». Inutile de vous dire que j'ai échoué. Et puis il y en a eu une seconde, c'était la difficulté relationnelle avec, mes élèves parce que l'école normale ne m'avait pas appris à gérer une classe, par exemple, et surtout, on m'avait pas appris à écouter, on m'avait pas appris à m'affirmer, on m'avait pas appris à gérer les conflits et j'avais une amie, qui, enseignait la méthode Gordon à l'époque. Gordon avait écrit, «Parents efficaces, enseignants efficaces» et cetera. J'ai suivi l'ensemble des formations. Ensuite, j'ai enchaîné sur un groupe de rencontres. Alors, à l'époque, on appelait ça un groupe de rencontres. Aujourd'hui, on dirait un groupe de parole. Un groupe de rencontres, c'est un groupe, d'obédience, j'ai envie de dire, rogérienne, hein, puisque c'est Carl Rogers qui a imaginé les premiers groupes, de rencontres. Parce qu'il avait observé que lorsque une personne peut s'exprimer en toute liberté, sans crainte d'être jugé et qu'en face, une personne est en capacité d'accueillir, de recevoir, de comprendre son message, eh bien, cette personne se sent grandement soulagée et que ça lui permet de grandir à l'intérieur et de s'épanouir. Top, fabuleux. J'adore ces petits déclics. Donc, cet outil d'écoute profonde, en quoi ça consiste exactement? Alors, je vais commencer par Gordon puisque je vous en parlais il y a 2 minutes. Thomas Gordon était un élève, de Carl Rogers avec, Porter et ils avaient entendu la philosophie, développée, par Rogers, qui était quand même un grand psychologue, hein, faut le rappeler et ils ont eu l'idée, à partir de ce que proposait Rogers, de créer des études de cas et des exercices pour les parents, les enseignants, les chefs d'entreprise et cetera. Et tout ça a été consigné dans des livres et Gordon a développé, des stages. Aux grandes dames de Carl Rogers, qui ne comprenait absolument pas qu'on puisse saucissonner ce qui était beaucoup plus une philosophie qu'une méthode à l'époque, hein. D'accord. Mais, s'il n'y avait pas eu, Gordon et Porter, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de, Rogers. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec, Ernie Meadows, qui était le proche collaborateur de Rogers, avec qui, j'ai fait du management et avec, 2 de ses élèves, Monique Marchal, qui était une de mes amies, qui développait aussi la méthode Gordon
et un très vieux monsieur qui était retraité, qui avait été, chef d'entreprise et qui a créé en France la première association de formation de thérapeutes rogériens. D'accord. Pour en revenir à l'écoute profonde. L'écoute profonde, c'est pas seulement j'écoute avec mes oreilles, c'est pas seulement je reformule, c'est je suis profondément connectée à l'autre, à ses ressentis, à ce qu'il vit présentement. Alors on dit souvent: «Je le vis avec lui». C'est vrai et c'est pas vrai. Je le vis avec lui, mais en même temps j'ai de la distance, parce que si je n'ai pas de la distance, je suis plus du tout dans l'empathie, je tombe dans la sympathie, qui veut dire souffrir avec l'autre. Et le thérapeute n'a pas à souffrir avec, son client, il a à l'accompagner. Le coach, il est là pour accompagner, pour aider l'autre à faire son chemin et être une référence, être un support, être un soutien, mais en aucun cas faire le travail à la place du client ou de pa du patient et certainement pas souffrir avec lui. Et donc quand, Rogers a eu cette idée de cette écoute, profonde, qu'il a bien sûr expérimentée dans son travail, de psychologue, au départ, il ne parlait pas d'empathie effectivement. Il a cherché les mots pendant un certain temps et il lui est venu, l'écoute, compassionnelle, l'écoute profonde et finalement il a opté pour l'empathie. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui ce mot-là a été beaucoup galvaudé et que si moi je parle d'écoute profonde, et ben, les parents comprennent à quoi je fais allusion, parce qu'ils ont rencontré des facs professionnels et qu'ils généralement, ils se sont pas sentis entendus. OK, donc du coup, quand on a envie, de recevoir ou de donner une écoute profonde, comment ça se passe? On peut le faire partout, à tout moment, c'est simplement être dans la présence, hein. Ça peut être avec, votre enfant à un moment donné, ça peut être avec vos petits-enfants, avec votre conjoint, avec toute personne, hein. Ah, ce qui est important, c'est que au moment où vous souhaitez vous mettre en écoute profonde, vous vous soyez déjà préparé, ne serait-ce que par une pensée à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, vous avez vérifié que vous êtes disponible pour le faire. S'il y a pas de disponibilité, il y a pas d'écoute profonde. C'est-à-dire D'ailleurs, quand réfléchir à son téléphone ou exactement, quand bah, je suis en écoute profonde, je suis avec l'autre totalement. OK. Et autre chose n'existe pas. Il n'y a que lui et moi dans cet instant présent. Et pour revenir à cette notion de disponibilité dont je parlais à l'instant, dans les écoles démocratiques, hein, qui sont des écoles informelles, une personne qui se dit: «Bah, tiens, aujourd'hui, moi, je me sens disponible pour écouter», elle met un brassard et les éducateurs, les enseignants, les parents, les enfants savent qu'aujourd'hui, s'ils ont un problème, ils peuvent aller parler à cette personne-là. D'accord, donc moi j'ai entendu que, tu es passionné effectivement de la relation parent-enfant. Quand moi je suis parent, comment est-ce que je peux faire pour être dans l'écoute profonde avec mon enfant? Même les jours où, on va dire, ça peut être plus challenging, ça veut dire il est un peu plus, lui, il est super en forme, moi je le suis un tout petit peu moins. Comment est-ce que je peux faire pour me recentrer, pour me dire: «J'ai quand même envie d'avoir un rapport de qualité avec lui, mais là aujourd'hui, c'est challenging». Eh bien là, nous avons une clé qui est merveilleuse, que Roger appelle la congruence, que moi j'appelle l'authenticité. C'est dire à son enfant: «Écoute, je suis désolée, mais aujourd'hui, à cet instant, je ne peux pas. Et moi, j'ai besoin d'un temps pour me ressourcer, pour me relaxer, pour me reposer» et ainsi de suite. Et chaque parent sait exactement de quoi il a besoin. Et ça nous rappelle aussi quelque chose d'extraordinairement important, c'est que je ne peux aider l'autre que si je me suis d'abord occupée de moi-même. Mais on est bien d'accord que ça, on peut pas le dire tous les jours à un enfant. C'est-à-dire que si on Sûr. rentre du boulot, tous les soirs à 7 heures ou 8 heures et que, faut enchaîner sur le repas, au moment du coucher, même de l'enfant, c'est-à-dire le moment où on voudrait avoir le plus d'écoute profonde, c'est-à-dire une vraie connexion avec son enfant, bah, des fois, quand c'est pas le week-end, c'est pas toujours Oui, facile. et c'est pour ça, en fait, que ce sont plus les parents, d'une certaine manière, que les enfants qui ont besoin d'écoute profonde, hein. Parce que,
Ce que leur enfant va leur renvoyer à tout moment, c'est leurs propres problématiques. Donc s'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, s'ils ne vont pas régler leurs propres problématiques, mais c'est un jeu qui va durer jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que l'enfant s'en aille et on le voit souvent dans les familles, tous ces jeunes qui sont partis en claquant la porte et qui ne veulent plus voir, leurs parents et généralement ça va durer encore 10 ans ou 20 ans avant qu'ils reviennent et certains ne reviennent jamais. Donc l'enfant devenu adulte et devenu parent, qui aura fait un retour sur lui-même et qui comprendra son parent, reviendra. Celui qui fera pas ce travail, il reviendra pas. Et alors, en tant que parent, quand je suis un petit peu surmenée, comment je fais pour avoir cette propre écoute vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire me donner peut-être le temps de souffler. Comment est-ce que je fais en fait pour retrouver cette sérénité intérieure, pour être disponible pour mon enfant? Ça peut commencer par des rituels. Alors, peut-être que le matin, avant que l'enfant se lève, il y a des choses que je peux faire pour moi. C'est-à-dire aussi s'octroyer dans la journée des temps pour soi. Sinon, effectivement, on risque d'être excédé lorsque l'enfant rentre le soir parce qu'on s'est oublié pendant toute la journée D'accord. et quelque part, ça devrait rentrer dans notre emploi du temps, tu vois? On devrait noter, voilà, et puis savoir aussi ce qui nous fait du bien profondément. Oui, et ce sont pas forcément des temps qui durent 1 heure ou 2. Ça peut être simplement aller marcher dans la nature, faire une respiration, profonde et se faire plaisir selon ce que l'on aime. Ouais. Et s'il y a besoin de plus, aller voir un coach thérapeute, un coach parental comme toi Oui, pour et en vider. fait, il y a aussi, tu vois, des soutiens qu'il ne faut pas négliger, comme les amis, les grands-parents, le conjoint, et cetera. Et puis effectivement, il y a des situations où aller voir un professionnel, ça s'impose. D'accord. Mais sinon, pour toutes les familles, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on a des enfants, même s'ils sont un petit peu agités, on peut avoir ce temps d'écoute profonde de qualité. Absolument. D'ailleurs, tu sais, il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de parent parfait. Mais il y a une chose fondamentale, c'est l'amour. Mmh. Quand on est dans l'amour, ben, les enfants peuvent aussi excuser nos débordements, nos faiblesses et ils ont aussi leur part de compréhension, tu vois? Mmh. Et d'une certaine manière, eux aussi sont dans l'écoute profonde. Oui, ça, c'est quelque chose que alors tu me l'affirmes confirmeras plutôt. Heu, Ce que j'avais entendu dire, c'est qu'un enfant, il est toujours profondément gentil, avec une envie d'aider et que généralement, c'est parce qu'on a posé des jugements sur lui que, bah, des fois, il peut avoir des réactions un peu plus challenging et que pour apaiser ce type de relation, il faut repartir de l'amour. Et Absolument. Et il y a l'amour, son corollaire, c'est le respect. La semaine dernière, j'étais dans une école et sur, une porte, il était écrit, moi, toi, nous sommes une équipe. J'ai trouvé ça formidable. Quand dans une école, tu as un enseignant qui considère que c'est les enfants, dont il a la charge, forme avec lui une équipe, ça ouais, change complètement la relation. On n'est plus dans l'autoritarisme, on n'est pas non plus dans le laxisme. On va fixer un cadre, mais il y a toujours cette notion de respect et de regard bienveillant, de regard positif inconditionnel, comme disait Roger, sur la personne, que l'enfant est une personne. bien sûr. Et quels sont tous les ingrédients qui vont alimenter l'écoute profonde? Alors, tu veux dire dans la relation entre, le coach et le client? Alors, ça peut être un coach, un client, ça peut être un parent, un enfant, un adulte, c'est-à-dire un enseignant avec ses élèves, ou même un enfant ou un ado qui a envie d'avoir une écoute profonde. Quels sont tous les paramètres, j'ai envie de dire au moins les plus courants, qui vont alimenter cette écoute profonde? Alors, Rogers parlait de, 3, savoir-faire. Ces 3 savoir-faire sont, le regard positif inconditionnel, la congruence, c'est-à-dire l'authenticité, la cohérence intérieure de l'adulte, forcément très important pour l'enfant et ce qu'il appelait l'empathie et que moi j'appelle l'écoute profonde.
Et quand on veut aller encore un peu plus profondément sur chacun de ces 3 paramètres, comment est-ce qu'on peut les alimenter? Essentiellement en s'occupant de soi. D'accord, OK. Donc le premier qui était vas-y rappelle-le-moi, j'ai un trou de mémoire. Le regard positif inconditionnel sur l'autre, mais d'abord sur soi. Je m'aime avant d'aimer l'autre, hein, OK, OK? La congruence, c'est-à-dire que je suis, authentique dans mes valeurs, mes comportements, mes idées et cetera. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une unité à l'intérieur de moi et quand j'ai réuni ces 2 conditions-là, je deviens disponible pour une écoute profonde. d'accord, OK. Parce que, tu vois, moi, quand tu me dis, oui, avoir un amour inconditionnel ou une vision positive inconditionnelle de l'autre, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, ça nécessite de changer son mindset. Bon, en plus, nous sommes dans une culture qui, observe toujours le négatif. On voit toujours la partie de la bouteille qui est vide, hein, et ça, c'est vraiment un entraînement à voir toujours, toujours, toujours le côté positif des choses. Et alors, comment est-ce que je m'entraîne à avoir toujours le côté positif des choses? Quand je suis excédée par un enfant, alors c'est pas sur l'instant évidemment, mais Ouais. avec du recul, à un moment donné, je peux me dire: «Mais qu'est-ce que ça m'apprend à moi? En quoi ça me fait grandir cette situation?» OK. Donc en fait, c'est à poser un regard sur soi. Mais comment est-ce que, parce que mon enfant, je peux me dire tout ça, mais ça, c'est en fait un travail quand même relativement profond. Tu vois, dans l'instantané et du moment présent. C'est en fait pouvoir dire que j'ai un regard inconditionnel positif sur mon enfant et j'ai le droit d'avoir des ratés, parce qu'on est humain et que c'est comme ça. Ensuite, Absolument. l'authenticité, il y a peut-être aussi un certain cadre à mettre dans l'authenticité, parce que si je suis authentique et que je me mets à hurler sur mon enfant parce que je suis authentique et que je suis entière, c'est peut-être pas tout Oui, à fait ça l'authenticité. oui, mais mon développement personnel, là, au fur et à mesure du temps, va faire qu'à un moment donné, je vais plus crier et ça, d'une certaine manière, ça fait partie aussi de mon évolution de parent et c'est aussi important que j'observe, que je reconnaisse que, OK, j'ai crié, j'ai été excédée, je n'ai pas supporté et je vais travailler à partir de ça aussi. D'accord, mais du coup, est-ce que l'authenticité, elle peut se définir avec ce que tu disais, peut-être ses valeurs et pouvoir partager avec, que ce soit son enfant, des amis ou autres, bah, ses valeurs et pourquoi ça peut poser problème avec son enfant? Tu sais, moi, j'entends aussi des valeurs un peu, valises du style, le respect. Ah, pour moi, la valeur, c'est le respect. Mais en fait, quand on demande à 40 personnes différentes de définir le respect, en fait, il y a 40 définitions différentes. Oui, moi, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait avec mes groupes. Je leur posais cette question parce qu'au début, on pose des règles, comme tu sais, dans les groupes, hein, et moi, je demandais aux personnes de quoi elles avaient besoin pour se sentir en sécurité dans le groupe et chaque fois, j'avais le mot «respect» et chaque fois, je leur demandais: «Mais c'est quoi le respect?» Et de fil en aiguille, on arrivait toujours à la conclusion que le respect, c'est l'écoute. En fait, c'est savoir comprendre avec son enfant quel est mon niveau d'écoute versus le niveau d'écoute que lui, il peut avoir. Absolument, absolument. C'est, reconnaître où j'en suis aujourd'hui et savoir que je me suis prise en charge et que forcément, je vais évoluer vers quelque chose qui sera mieux pour lui. Et donc, du coup, si on reprend, ce concept, de d'écoute profonde dans son ensemble, quels sont les impacts et les bénéfices à court terme et à long terme? Alors, à court terme, c'est une relation déjà apaisée, même pour soi-même. C'est déjà beaucoup plus reposant, de ne plus éclater à tout moment, de ne pas se mettre en colère pour un oui, pour un non. Voilà, en fait, quelque part, on se détache des schémas qui ont pu être transmis par la famille et qui viennent malgré nous impacter notre relation.
Voilà, donc ça, c'est déjà énorme et au fur et à mesure du temps, c'est évoluer vers le parent dont nous avons l'image et qui vit déjà à l'intérieur de nous. C'est pourquoi moi je dis aux gens: «Mais devenez le parent que vous êtes déjà». D'accord. C'est-à-dire le parent qu'on a envie de devenir, quoi. Absolument, absolument. Évidemment, on n'est pas parfait, mais d'accord. Et alors, je reviens juste sur un aspect que tu as mentionné assez rapidement. Que viennent faire, on va dire, les schémas des anciens et qui viennent polluer la relation présente? Alors en fait, papa me parle de l'eczéma de son petit garçon Oui, et parallèlement, il me dit que lui, il a un psoriasis. d'accord, Donc moi, je sais, en tant que thérapeute, que l'eczéma, c'est un symptôme d'une séparation mal vécue d'accord, et que l'enfant, vraisemblablement, il est en train de somatiser, de révéler, de manifester la problématique du papa qui a engendré le psoriasis. d'accord, Donc en fait, l'enfant dit par la somatisation, il dit au papa: «Voilà, tu as ça à régler». Possible. Après, ça peut être une problématique avec la maman, mais ça peut être aussi une problématique transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle vient des grands-parents, d'accord, voilà et ça, ça rentre dans un autre domaine de la thérapie que je pratique également, d'accord, qui est, la thérapie des mémoires de la vie prénatale. d'accord. OK et donc ça, là, on vire sur un autre sujet. On va se recentrer sur l'écoute profonde. Donc on a bien compris qu'il fallait vraiment être présent à tout instant, que c'est presque une philosophie dans la relation d'être, entièrement dédié finalement à son interlocuteur, disponible, pas seulement avec sa tête, mais aussi avec toute la partie corporelle et émotionnelle. Hem, Quand on est dans cette écoute profonde et cette démarche au sens large, dans quel projet, on va dire, plus grand que soi, est-ce que ça s'inscrit? Quand je dis que, la parentalité consciente est une clé pour, réenchanter le monde, Oui. effectivement, plus les parents seront conscients, plus ils vont prendre cette posture d'accompagnement de leur enfant et plus ça va rayonner et impacter dans la société tout entière et donc à moyen terme, moi j'estime ça sur 2 générations, on va transformer la société. Fabuleux. Ça donne des étoiles plein les yeux, là. Donc merci beaucoup Agnès d'avoir accepté cette invitation. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez contacter Agnès via son site internet Conscience Academy, tout attaché avec un Y à la fin. Et comme Agnès est généreuse, elle propose, et il y aura toutes les informations en dessous de la vidéo, un petit guide pratique gratuit qui s'intitule Heureux comme un bébé, histoire de commencer à faire ses premiers pas. Agnès, encore merci beaucoup d'avoir été avec moi et avec nous pour cet entretien. Un grand merci à toi, Annick, ça a été pour moi un grand plaisir, hein.